Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 985, un chapitre qui a surpris à 99,9% la plupart des personnes. La mort d'Orochi, je pense qu'on est presque personne à l'avoir vu. Et ce qui est vraiment important ici, c'est la violence de la mort de Orochi. Là déjà, je commence déjà à partir un petit peu. C'est-à-dire que normalement, j'aurais dû en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite. C'est juste la symbolique de la mort. Enfin, cette violence qu'il y a eu dans le dessin. Alors là, j'en vois certains qui vont me dire « Hey, le doc, t'es complètement nul. T'as jamais lu Berserk ou t'as jamais lu l'Attaque des Titans. Là, on voit vraiment des morts. Pourquoi vous êtes effarouché de voir une mort dans One Piece ?» Eh bien, il s'avère que dans One Piece, les morts sont souvent édulcorées et la seule mort qu'on a pu avoir, c'est celle de Ace. Ace, rappelez-vous, est-ce qu'il y a besoin de se rappeler de la mort de Ace au niveau du visuel? Et la violence qu'on retrouve justement dans cette case avec la mort de Ace, eh bien je trouve qu'on la retrouve ici aussi dans cette case où on voit la mort entre guillemets d'Orochi. On va commencer par parler de ce chapitre et on commence par les 5 premières pages qui sont la confrontation Kanjuro et les fourreaux rouges. Sur la double page, on voit qu'il y a 2 guerriers sans tête. Et là, ici, il y a une sorte de petit pied de nez par rapport à ce qui va arriver. C'est-à-dire que quand t'as pas lu le chapitre avant, eh bien tu vois les guerriers sans tête, tu dis ouais, il y a des guerriers sans tête. Sauf que tu vois que Orochi se fait décapiter. Quand tu relis le chapitre, tu te dis hey, hey, ça serait peut-être bien un petit clin d'œil de Oda. Sauf qu'il y a aussi une autre symbolique là-dedans, et cette symbolique, je ne l'avais pas vue. Et là, je fais un petit coucou à Jerry Wigo. Merci de m'avoir dit ça. C'est tout simplement que les samouraïs qu'a dessiné Kanjuro est une représentation des fourreaux rouges. Et les fourreaux rouges ont perdu leur tête depuis 20 ans. Leur tête, c'est qui? C'est tout simplement Oden. Et là, ici, je trouve qu'il y a une très belle symbolique. Et encore une fois, Ichiro Oda est vraiment très fort pour ça. On voit que les fourreaux rouges arrivent. On a une case avec Izu qui est absolument fantastique. Je veux une figurine de Izu. Je le veux. L'autre chose aussi qui est vraiment excellente, c'est qu'on voit le petit flashback avec Momonosuke qui avait bien pris le couteau, qui avait réussi à enlever ses liens et qui a voulu après partir. Et la chose qui est vraiment top, parce qu'on sait que Kanjuro est un personnage quand même qui est assez fort, il a réussi à blesser Kanjuro et Kanjuro a un petit pansement. Pourquoi on voit ici un pansement? Est-ce que c'est un petit indice qui est en train de dessiner, enfin un petit indice, est-ce que c'est pas un foreshadowing, mais un fusil de Chekhov? Ça serait plus ça, c'est-à-dire que le pansement qu'on voit ici, qui est peut-être anodin, va servir plus tard. Pourquoi il servirait plus tard? Parce que imaginons que Kanjuro soit encore vivant, on va en reparler tout à l'heure par rapport à la dernière case du chapitre. Eh bien, si à un moment il essaye de combattre et qu'il a fait à peu près une trentaine de clones, est-ce qu'il va penser dans la folie du combat, dans l'effervescence du combat, qu'il a encore un pansement? Et est-ce que quand il va dessiner ses clones d'encre, il ne va pas oublier de mettre le pansement juste ici, et donc les fourreaux rouges vont savoir où est le vrai Kanjuro et après pouvoir le couper en deux. Même si les autres sont traumatisés du fait que Kanjuro ait laté la bouche de Momonosuke, eh bien on voit que Okiku, elle, ça lui tient vraiment à cœur. Il met son casque et là il est prêt à attaquer. Et là il y a une très belle symbolique par rapport à la neige qui continue à, malgré le soleil, à être là au printemps. La blessure qu'elle va infliger continuera à faire souffrir la personne au-delà de la mort, donc c'est une blessure éternelle. Ce visage de Kanjuro, franchement, je l'adore de plus en plus. Je veux aussi une figurine de Okiku et je veux aussi une figurine de Kanjuro. Et à la fin, on voit 2 cases qui sont absolument fantastiques. La première que j'avais vue, c'était tout simplement Okiku qui pleurait, mais juste avant, on a une case avec un katana ensanglanté, et ce katana, c'est le katana justement de Okiku. Pourquoi le katana est ensanglanté? Ce n'est pas parce que elle a coupé le clone de Kanjuro. Pourquoi? Parce qu'on a vu précédemment que quand le clone se fait couper, il n'y a pas de sang, il y a seulement que de l'encre. Et on voit bien que c'est du sang et non pas de l'encre. Donc ça voudrait dire qu'elle a blessé Kanjuro. Est-ce qu'elle a tué Kanjuro? On ne sait pas. Mais il y a une autre chose aussi qui peut être très belle. C'est-à-dire que Okiku aurait pu avoir un moment de faiblesse contre Kanjuro et Kanjuro aurait pu attaquer Okiku et c'est son frère Izu
qui s'est interposé entre Kanjuro et Okiku. Et justement, le sang sur le katana, c'est le sang de la blessure de Kenjuro qui n'est pas assez profonde. Et Kanjuro a pu avoir, avant de partir, une autre attaque qui aurait pu être mortelle envers Okiku. Et c'est Izu qui s'est interposé entre les deux. Et donc, les larmes qu'on a, ce sont les larmes qu'il a envers lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas été fort pour tuer Kenjuro, et c'est son frère Izu qui va avoir justement les stigmates de cette faiblesse. L'autre chose aussi qui était vraiment sympa, et ça c'est vraiment autre chose, c'est voir que Kenjuro est en train de faire le discours et tu as Inuarashi ainsi que Nekomamushi qui sont en train de regarder qu'ils ont des nouvelles armes. Enfin bref, toujours le petit détail qu'il y a, cette petite relation qu'il y a entre Inuarashi et Nekomamushi, moi c'est quelque chose qui me fait super plaisir. Après on passe sur le dialogue qu'il y a entre Yamato et Luffy. Il y a plein d'informations sur Yamato. On subodore qu'elle a 28 ans. Pourquoi? Parce que les menottes, déjà les menottes qu'elle a, c'est une très grosse surprise, ce sont des vraies menottes. Ce ne sont pas les menottes de Oden comme on avait pu penser. Le fait qu'elle soit hyper fan de Oden, elle a pu prendre les menottes justement pour garder ce vestige de la personne. Alors ces menottes, elle les a depuis l'âge de 8 ans et ça fait 20 ans qu'elle est retenue sur cette île. Et 28 ans, c'est quoi? C'est aussi l'âge de Momonosuke. Rappelez-vous, durant le flashback, quand tu as Kaido qui tient Momonosuke dans le vide, eh bien, il fait bien la relation, comme on avait dit, entre sa fille à lui et son fils. Et lui, il est dégoûté d'avoir une fille et il est aussi dégoûté de voir que le fils de Oden soit aussi faible, parce que pour lui, si lui il avait eu un fils, eh bien il ne serait pas aussi faible que le fils de Oden. Il y a aussi quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, que j'ai vu beaucoup dans les commentaires, c'est tout simplement le fait que Yamato veut intégrer l'équipage des Mugiwara, et donc Yamato, tout le monde l'annonce, Yamato futur Mugiwara, et là je vous dis non. Pourquoi? Parce que Ichiroda a bien dit, on l'a vu avec les vivre cards, et on sait que Vivi est un membre de l'équipage, mais après qui est parti pour son rôle justement de princesse, et il n'y aura pas de membre en tant que tel dans les Mugiwara. Je vous l'ai dit, il y a en plus le trauma de Ace qui lie vraiment toutes ces personnes, tout cet équipage, mais ce qu'on peut dire par contre, c'est peut-être qu'elle va prendre aussi la mère avec eux plus tard, et qu'elle sera elle sera comme Carotte, un membre honoraire un petit peu sur le, comment ça s'appelle, sur le bateau. En plus, il y a autre chose moi qui me choque énormément, c'est le fait que Yamato ait à peu près le même visage que Nami. Il peut pas y avoir deux personnages qui vont avoir le même visage dans un équipage. Enfin, même si après on peut dire que dans l'anime il y aura une autre couleur de cheveux, etc., ou on peut la reconnaître facilement parce que elle, contrairement à Nami, elle a des cornes. D'ailleurs, cette phrase peut prêter un petit peu à confusion. Elle ira peut-être pour découvrir un petit peu le monde, et peut-être après pour aller là où Oden a été, c'est tout simplement sur Loftel, mais elle ne fera pas partie de cet équipage. On arrive maintenant à la troisième partie de ce chapitre. On a l'arrivée de Big Mom. Big Mom qui est là, Zeus et KO. Ça c'est important, pourquoi? Parce que ça veut dire que Zeus a voulu rester avec Nami. Big Mom a dû latter la bouche de Zeus pour que Zeus vienne avec elle. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'avec la suite du chapitre, on voit bien que Big Mom ainsi que Kaido sont devenus maintenant les antagonistes principaux de cet arc, et donc à la fin il va y avoir la destitution des deux, et donc Nami va retrouver Zeus. Par contre, si elle doit garder Zeus, ça veut dire que Big Mom ne peut pas mourir, parce que si Big Mom meurt, l'âme qui est à l'intérieur de Zeus va lui aussi mourir. C'est QFD. Contre la petite Nami et la petite Carotte qui sont par terre, et on voit même que Nami, quand elle est par terre, elle a toujours une pensée pour Zeus. Très important. On passe à la suite. La suite, c'est tout simplement l'annonce qu'ils veulent prendre le One Piece. Ça surprend tout le monde, tout le monde dans le manga bien sûr, mais par contre ça ne nous surprend pas nous lecteurs, on le sait depuis longtemps qu'ils veulent prendre le One Piece. Rappelez-vous quand elle a cette conversation par Denden Mushi interposée durant l'arc Whole Cake, elle dit bien qu'elle veut être le seigneur des pirates, ou la seigneur des pirates, et donc ça montre que en un sens cette alliance qu'il y a pour atteindre le One Piece, Big Mom veut utiliser Kaido pour atteindre le One Piece. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront atteint le One Piece, même s'ils vont jamais l'atteindre, on est sûr et certain,
eh bien dans la tête de Big Mom, il y a une trahison qui va se faire. Kaido, c'est aussi sûrement la même chose. Quand on voit ce qu'il a fait à Orochi, c'est sûr que cette alliance n'a seulement que pour but d'atteindre le One Piece, d'atteindre Loftel, et une fois sur place, il y aura un combat entre les deux pour savoir qui va avoir le One Piece. Parlons justement du One Piece. Est-ce qu'ils sont au courant de ce que c'est réellement le One Piece? Est-ce qu'ils sont au courant que c'est quelque chose par rapport à la libération du monde? Pareil, là je ne fais que supputer cette chose, hein. Moi non plus je ne sais pas ce que c'est le One Piece, on sait juste que d'après ce qu'a dit Goldie Roger, que c'est quelque chose qui a un lien justement avec ses 20 ans, avec ce moment qui va bientôt arriver, avec cette nouvelle aube, hein, et que c'est lié aussi au siècle oublié. Par contre, ils doivent avoir les road poneglyphes, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir les ils en ont chacun un. Pour ceux qui connaissent la petite référence, on en a chacun un. Ils sont au courant qu'il faut d'autres road poneglyphes. Est-ce qu'ils savent où ils sont? Pour rappel, il y en a un qui est au niveau de Zou, mais l'autre par contre on ne sait pas. D'ailleurs, ils ne doivent pas savoir que c'est au niveau de Zou, parce que sinon Kaido aurait sûrement demandé à Jack de trouver aussi le road poneglyph. Tout ce qu'ils doivent savoir sur le One Piece, ça doit être lié du fait qu'il ait fait partie de l'équipage des Rocks. Lui aussi voulait devenir le seigneur des pirates, et donc ils savent à peu près comment atteindre le One Piece. Mais je pense que pour eux, ils n'ont pas la symbolique philosophique du One Piece, et pour eux, ils pensent que c'est un trésor, que c'est quelque chose qui va peut-être leur permettre d'obtenir une puissance, ou qui va leur permettre d'obtenir un statut. Rappelez-vous que Goldie Roger, après avoir vaincu l'équipage des Rocks, a atteint Loftel, mais quand il a atteint Loftel, il s'est aperçu qu'il y avait un problème, qu'il avait besoin du Rio Poneglyph, et donc il a dû refaire le tour du monde. De ce fait, on peut penser que ces deux idiots, Big Mom ainsi que Kaido, ne sont pas au courant qu'il y ait besoin d'avoir toutes les poneglyphes pour déchiffrer le Rio Poneglyph. Et à la rigueur, s'ils sont au courant de ça, ils doivent avoir, et c'est ça qui est important, aussi une personne pour lire les poneglyphes. Et la seule personne qui existe, c'est bien sûr Robin. D'où la menace envers l'équipage des Mugiwara. Mais rappelez-vous encore une fois, c'est pour ça que Ishiroda il laisse plein de détails partout, c'est assez fou, que à un moment, Big Mom, quand elle parle à Pudding, elle lui demande si elle va avoir l'éveil de son troisième œil. Et peut-être que justement l'éveil de son troisième œil permet de lire toute chose. Et donc ça permettra de lire les poneglyphes. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Kaido, connaissant Pudding, a peut-être besoin de Big Mom pour qui est cette traduction des poneglyphes. Hein, encore une fois, tout ça, on le met de côté. C'est pour ça que je vous dis, autre que la mort de Orochi, il y a eu plein d'informations dans ce chapitre. L'annonce finale que fait Kaido sur le nouvel Onigashima. Et qu'est-ce que ça va être le nouvel Onigashima? C'est tout simplement la transformation, la disparition de Wano Kuni en tant que pays du peuple des samouraïs. Maintenant, Wano Kuni va être détruit et va devenir Onigashima. Donc ce qui va se passer, c'est que pour lui, pour déclencher cette guerre contre le gouvernement mondial, parce qu'évidemment il va avoir une guerre contre le gouvernement mondial, on va en parler justement après, il va avoir besoin d'armes. Et qui donnait les armes? Ces armes sont construites sur toutes les parties de l'île, sauf bien sûr la capitale. Et là, même au niveau de la capitale, il veut mettre des usines, et toutes les personnes sur Wano Kuni vont devoir travailler pour fournir les armes. Et ça, Orochi, il n'est pas du tout d'accord. Avant de parler d'Orochi, parce que j'aimerais finir la vidéo là-dessus tellement il y a de trucs à dire, c'est que là, il y a quelque chose d'hyper important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Wano Kuni est en commerce avec le gouvernement mondial. Il fournit le granit marin, et si Wano Kuni ne fournit plus le granit marin pour le gouvernement mondial, eh bien le gouvernement mondial est dans la merde. Et l'autre chose qui est vraiment très importante, c'est que Diaz Drake fait partie du SWORD, la division secrète de la marine, et il va remonter l'information comme quoi que Orochi n'est plus présent, que Orochi est mort, si bien sûr il est mort, et donc que Wano Kuni maintenant va être un repère de pirates et est un très grand danger. Et peut-être que ici, à travers cette action qu'a fait Kaido, c'est-à-dire de tuer Orochi et de prendre le contrôle de Wano Kuni, va déclencher la guerre, voire même le Buster Call contre Wano Kuni.
C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on quand on termine la rêverie, il se demande si on doit faire un Buster Call ou pas contre Wano Kuni. Et bien là, ici, on a la raison de déclencher un Buster Call. Et après, on arrive sur la fin, enfin, on n'est pas encore sur la fin, mais sur le truc qui m'a troué. La chose, déjà, c'est que Kaido n'utilise pas son arme, il prend le katana de King. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que Kaido, ça fait plus de 20 ans qu'il est avec Orochi, il doit connaître son fruit du démon. Et donc, il sait que pour le tuer, il faut tout simplement le décapiter. Alors, je sais que à 99%, il est vivant. Orochi est toujours vivant. À 99%. Mais moi, je m'accroche à ce 1%. Parce que depuis le début de cet arc, on se fait balader. Mais on se fait balader depuis le début. Et là, franchement, par rapport aux fruits que nous a donné Ichiro Oda sur Orochi, on pense tous qu'il a survécu. On peut déjà se poser la question, est-ce que Orochi aurait pu préméditer cette action? On a vu dans je sais plus quel chapitre qu'il a des doutes sur l'alliance, enfin il est contre l'alliance entre Kaido et Big Mom. Donc peut-être qu'en venant ici, il a voulu prendre les devants et il a demandé à Kenjuro de créer un clone de lui-même et que c'est ce clone qui s'est en train qui se serait pris le coup. Sauf que cette théorie ne va pas, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a vraiment du sang qui est toujours qui est présent, et encore on a vu que le clone d'encre de Kenjuro s'était fait et découpé par Kinemon, on voit qu'il n'y avait pas eu de sang. La chose aussi, c'est que quand le clone il est coupé, le clone d'encre, il disparaît. Sauf que dans la page suivante, on voit qu'il est toujours au sol. La tête n'est pas devenue une tache d'encre. Donc, le clone d'encre, on peut l'enlever. Après, j'ai vu énormément de commentaires. J'ai pas pu répondre à tous les commentaires parce que c'est impossible en me disant « Oui, mais il a le fruit de l'hydre. » Il n'a pas le fruit de l'hydre. Il a le fruit qui est du type Zoan, type serpent, et c'est celui du Yamata no Orochi. Et j'ai fait des recherches. En aucun cas, il est stipulé que quand on lui coupe une tête, sa tête repousse. Cependant, on peut, selon les légendes, parce qu'il y a plusieurs légendes au niveau de la mort par Susanoo du Yamata no Orochi, il y a une légende qui dit que autour du village, il y avait eu une palissade qui avait été faite avec 7 entrées. Dans les 7 entrées, il y avait du saké qui avait été mis et il y avait une tête qui était restée à surveiller pendant que les autres têtes buvaient l'alcool, et à la fin, il a quand même réussi à décapiter toutes les têtes ainsi que la tête principale parce que il était tellement enivré que justement il n'a pas pu éviter l'attaque du Susanoo. Dans une autre légende, ce sont carrément les 8 têtes boivent de l'alcool et elles sont toutes coupées. La chose qui est importante ici à savoir, c'est aussi l'utilisation de son fruit, le passif de son fruit. Il y en a beaucoup qui ont aussi fait le lien entre le Zoan qui est celui de Marco, qui est du Phénix, qui permet justement de soigner les gens. La chose à savoir, c'est que quand Marco soigne quelqu'un, il est conscient de ce qu'il va faire et donc il utilise son fruit. Quand il se fait attaquer à Marineford, à un moment il se prend des coups et il n'a pas le temps de cicatriser ses coups. Alors oui, c'est aussi parce qu'à un moment il a une menotte en granit marin au niveau du poignet, mais là où je veux revenir, c'est que quand Orochi se fait décapiter, est-ce qu'il a le temps de devenir entre guillemets une sorte d'hybride? Regardez par exemple Diaz Drake, il n'a pas les canines d'un T-Rex, il n'a pas les bras d'un T-Rex, il n'a pas la force
d'un T-Rex quand il est seulement humain. Quand il est humain, il est humain. Regardez aussi Ulti. Ulti, quand elle est en mode normal, elle n'a pas ses piquants sur la tête. Parce que rappelez-vous, quand elle combat Luffy, elle a mis son haki. C'est là-dessus que je voudrais vraiment accentuer la chose. C'est-à-dire qu'au moment où Orochi se fait décapiter, est-ce qu'il est seulement que humain ou est-ce qu'il a encore les capacités? Je vous ai dit en début de vidéo que pour moi, la mort est tellement violente qu'elle fait rappeler celle de Ace, et celle de Ace, il n'y a pas eu de retour. Et la question à se poser, c'est pas de savoir comment il a été tué, mais de savoir quel est l'intérêt de faire mourir Orochi ici et de ne pas le faire revenir. Ne pas le faire revenir, il y en a beaucoup qui seraient déçus, c'est-à-dire que la vengeance des fourreaux rouges ne peut plus être faite. C'est-à-dire qu'ils doivent tuer la personne qui a tué Oden. Sauf que la personne qui a tué Oden, ce n'est pas Orochi en tant que tel, c'est Kaido. On voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques tomes, on voit une accélération du rythme dans la narration d'Ichiro Oda. Contrairement à ce qu'il a fait au niveau de Whole Cake où il avait étiré, c'est-à-dire qu'il a rajouté un tiers, là je sens que Ichiro Oda n'a peut-être plus le temps de rallonger son œuvre s'il veut pouvoir la terminer dans les 5 prochaines années qui viennent. Et le fait de faire mourir Orochi ici permet de placer en protagonistes principaux Big Mom et Kaido. C'est-à-dire que la menace de Kaido envers Wano Kuni, de rendre esclave tout le monde et que le nom même de Wano Kuni n'existe plus est une plus grande menace que la menace même d'Orochi. Parce que avec Orochi, Wano Kuni restait Wano Kuni. Et la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était d'ouvrir les frontières. Là, ici, les frontières de Wano Kuni, en un sens, vont être ouvertes parce que Wano Kuni ne va plus exister. Et tous les prochains pirates, tous les autres futurs pirates, peuvent venir ici pour être dans l'équipage de Kaido. C'est ça qui est important. La menace qu'on a ici est bien plus importante que la menace d'Orochi. Et Orochi est passé en second plan. C'est ce clan Kurozumi est fini comme le Wano Kuni. Et en un sens, c'est une fin symbolique de Wano Kuni à travers Orochi. Et les fourreaux rouges ainsi que Momonosuke vont pouvoir détruire les nouveaux dirigeants de Wano Kuni, enfin d'Onigashima, qui sont Kaido ainsi que Big Mom, et en les destituant, on peut créer sur le nouvel Onigashima un nouveau Wano Kuni beaucoup plus juste, où toutes les usines vont être détruites, et le rêve d'Oden, c'est-à-dire ce qu'il avait construit avec Kuri, c'est-à-dire un monde où tout le monde peut vivre en étant heureux, peut enfin être ce Wano Kuni. Vous voyez, ici, la mort de Orochi, faut la prendre comme un symbole. Et comme un symbole, franchement, cette mort a vraiment lieu d'être. Encore une fois, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais arrêter ici la vidéo parce que sinon, on va partir sur des vidéos qui font plus d'une demi-heure. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.